je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonsoir à vous tous et merci d'être là. Merci à mes lycéennes qui ont passé le bac ce matin et qui sont présentes ce soir, hein, après le labeur matinal. Merci à vous, Jérôme. On se tutoie. Donc merci à toi, Jérôme, d'être là ce soir. Je te présente pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Jérôme, tu es romancier, philosophe. Tu as reçu le prix Goncourt en 2012 pour ton avant-dernier livre, Le sermon sur la chute de Rome. Et c'est peu dire que nous sommes heureux et extrêmement fiers de te recevoir ce soir au Théâtre de la Reine Blanche. Alors, on te reçoit pour ton dernier livre, Le Principe, qui est, je pense, en quelque sorte ton docteur Faustus, puisque le récit, le roman, met en mots l'histoire d'un grand physicien qui a, dans une certaine mesure, pactisé avec le diable en offrant son génie au régime nazi. Le Principe est l'histoire d'une résistible ascension, puis d'une chute, la tragédie personnelle de Werner Heisenberg, que tu vas nous présenter dans un instant, entrant également en résonance avec notre modernité. Nous le verrons. Alors, avant d'en venir au cœur de ce nouveau roman, est-ce que tu peux dire à l'assemblée de physiciens ici présents, parce qu'il y en a un certain nombre, d'où te vient à toi, le romancier, le philosophe, cette passion pour la physique quantique? Oui. Comme il n'y a que des physiciens, on peut peut-être m'épargner de présenter Werner Heisenberg. Ça ne me paraît pas d'une utilité. Tu vas le présenter d'un point de vue littéraire. Comment tu as bossé sur lui? Ah oui, ça oui, d'accord. Dans un instant, tu ne vas pas faire un exposé sur la physique quantique. Mais quand même, c'est curieux cette appétence pour la physique quantique, alors que tu es un littéraire au départ. Ah oui, puis j'ai détesté la physique au lycée en plus. J'aimais bien les mathématiques, mais alors les sciences expérimentales, c'était une horreur. Et en fait, j'ai découvert ça pendant mes études de philosophie, en cours d'épistémologie. Et c'est un domaine qui m'a tout de suite arrêté, parce qu'il était fascinant. J'ai pas eu subitement un goût pour la physique en général, mais ce domaine-là, avec toutes ces bizarreries qui étaient si difficiles à comprendre, j'ai absolument tenu à essayer de comprendre autant que je pouvais le faire en étant incapable d'aller mettre les mains dans les équations. Et du coup, j'ai jamais cessé de lire. Mais je pense que c'est... Moi, encore maintenant, j'arrive pas à comprendre comment on peut faire de la philosophie, et notamment sur la question de la nature de la réalité, sur l'ontologie ou de la métaphysique, sans aller regarder ce qui se passe en physique quantique. Ça me paraît quelque chose d'absolument invraisemblable, parce qu'on a un domaine qui a des implications immédiates sur la façon dont on peut se représenter la réalité. Alors ça, c'est un intérêt d'étudiant en philosophie que je suis en train d'exposer là. Mais assez rapidement, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une projection littéraire possible. Et mon premier roman publié, j'avais écrit un recueil de nouvelles avant, pas un roman, et le premier roman était déjà sur la physique quantique. Mais sur la physique quantique, pas sur un de ses pères fondateurs. Alors justement, ce père fondateur, Werner Heisenberg, dont le nom perdu dans la grisaille d'une interminable bibliographie parmi tant d'autres noms allemands, ne fut d'abord pour moi que celui d'un principe étrange et incompréhensible. Ce sont les mots du narrateur, du héros. Qui est ce héros incompréhensible? Ce nom, tout va pour eux. D'abord, là aussi dans les études, on le rencontre tout de suite pour deux raisons. D'abord parce qu'on entend parler du principe d'indétermination, qui est en général d'ailleurs présenté sous sa forme la plus facile à comprendre et la plus fautive, comme simplement quelque chose qui empêche de connaître deux valeurs qui par ailleurs auraient une existence mais qu'on ne connaît pas, alors que c'est pas ça. Et puis il fait partie de ceux qui ont le plus écrit de textes non techniques, donc de textes que je pouvais lire. Et du coup,
je pense que une de mes premières lectures de licence, ça a été physique et philosophie. Après, j'ai lu tout le reste, et puis j'y suis revenu, parce que plus je lisais d'ouvrages qui expliquaient, plus je me rendais compte ce qu'était la physique quantique, plus je me rendais compte que je n'avais pas compris grand-chose à physique et philosophie, ou que j'avais très mal interprété ce que j'avais lu. Alors, je l'ai lu 15 fois, d'ailleurs, tu en parles dans le livre, on va voir, le héros a été assez échaudé en 1999 à un oral. 89, mais c'est complètement faux. Hein. Ah, c'est faux. Oui, parce qu'on va dire à cette espèce de biographie d'Eisenberg, qui est une espèce d'autobiographie peut-être un peu biaisée de Jérôme Ferrari, mais ça on en parle dans un instant. Puis je crois que en plus de ces textes non techniques, Heisenberg a écrit une autobiographie intellectuelle qui s'appelle La partie et le tout, et donc qui ouvre une porte, qui entrouvre une porte, hein, parce que c'est pas non plus très, il s'épanche pas beaucoup, hein, dans La partie et le tout. Hein. C'est vraiment une autobiographie intellectuelle, mais qui fait qu'on commence à avoir affaire à quelqu'un et pas simplement à une pensée. Oui. Et ce livre aussi, je l'ai lu de très très nombreuses fois, et peut-être c'est à la 5e ou 6e que j'ai compris à quel point il était personnel, et pas simplement qu'il n'était pas simplement un livre d'une certaine froideur intellectuelle, parce que ce n'est pas ce qu'il est. Alors ce personnage que tu as pu appréhender à travers des textes en fait lisibles pour des gens normaux comme nous, hein, pas pour des physiciens mais pour des littéraires, tu l'as construit grâce à certaines sources. Quelles ont été ces sources iconographiques, j'imagine, photographiques, livresques? Comment tu as travaillé peut-être avec les héritiers Heisenberg, ne serait-ce que j'ai pas beaucoup travaillé avec les héritiers Heisenberg. Moi, j'ai besoin pour écrire d'avoir une espèce de contact intime avec le sujet. C'est complètement irrationnel, hein, parce que c'est pas parce qu'on a vu le fils de Heisenberg qu'on peut écrire mais bon, on n'a pas besoin d'être constamment rationnel. Je sais que j'ai la sensation que quelque chose prend cher. Il fallait que j'aille en Allemagne, mais les premières sources du roman, c'est les textes. C'est notamment c'est la partie et le tout, c'est les textes théoriques. Le dernier chapitre, il est autour d'une conférence de 53 qui s'appelle l'image de la nature dans la physique contemporaine. Et puis après, j'ai eu sa correspondance avec sa femme, sa correspondance avec ses parents, ce qui est encore plus intéressante, parce que sa correspondance avec ses parents date des années 20 et qui ne sont pas publiés en français. Mais j'ai trouvé qu'il y a une amie en Allemagne qui m'a traduit les lettres. Un de ses fils, Jochen, qui est prof de physique dans une université américaine, a monté un site où il y a où il y a tout un tas de photos, et je suis tombé, alors pas sur cette photo-là. Elle est magnifique. C'est une photo qui est prise en 1929 au Japon, et alors normalement sur la photo originale, ici il y a Paul Dirac, et puis là il y a un physicien japonais, et la photo originale que je voulais, je ne l'ai pas eue, parce qu'ils l'avaient scannée, ils ont pas remis la main dessus, mais ils ont pris une photo qui a dû être prise 2 secondes avant ou après, ou peut-être même en même temps par un autre appareil photo. La photo, on va en parler, ouais. La photo floue notamment. Voilà. Et puis, après j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur lui, qui sont en général des ouvrages américains, et j'ai lu des ouvrages qui défendaient des thèses opposées, hein, puisque avec Heisenberg, on est dans la situation extrêmement pénible pour un historien, mais très intéressante pour un romancier, où avec les mêmes faits, on peut, où exactement les mêmes faits, et il y en a connus, peuvent donner lieu à des interprétations qui sont non seulement différentes, mais qui sont même complètement contradictoires. Source énorme a aussi été, on en parlait tout à l'heure, les retranscriptions de Farm Hall qui ont été rendues publiques en 93 et que moi j'ai dû lire il y a 5 ou 6 ans seulement. Alors on en vient à ce Prométhée moderne, à ce voleur de feu, hein, qui a commis ce péché du bris, qui a eu un orgueil peut-être tout luciférien et qui a chuté. Et ce motif du feu qui colle à la peau de ton héros, eh bien on le retrouve là, dans ce passage que j'aimerais bien que tu nous lises. Vous avez commencé par le feu. Entre les crochets. Vous avez commencé par le feu. Dans le domaine que vous aviez choisi, rien ne pouvait être sauvé. Toutes les tentatives de reconstruction aboutissaient à des échafaudages théoriques bancals et chancelants, qui semblait tout droit sorti des visions mystiques d'un dément. Il était pourtant impossible de se raccrocher à un passé réduit en cendres. Depuis que Max Planck avait découvert le quantum universel d'action, cette funeste constante H, qui avait, en quelques années,
contaminer les équations de la physique avec la célérité maligne d'un virus impossible à éradiquer, la nature semblait prise de folie. Des brisures discrètes fissuraient l'antique continuité des flux d'énergie, la lumière grouillait dans d'étranges entités granuleuses, et dans le même temps, comme si ce n'était pas suffisant, la matière se mettait à rayonner sauvagement dans un halo fantomatique d'interférences. Les frontières qu'on croyait intangibles se brouillaient puis volaient en éclats. Un même phénomène, selon le dispositif expérimental auquel on le soumettait, apparaissait tantôt comme une onde, tantôt comme un corpuscule, alors que rien au monde ne saurait bien entendu être à la fois l'un et l'autre. Et plus le temps passait, plus il devenait évident que cette épouvantable dualité ne constituait nullement l'exception, mais la règle. Une règle à laquelle personne ne comprenait quoi que ce soit. Seule demeurait la certitude désespérante que l'atome n'était pas un système solaire en miniature au sein duquel de sympathiques électrons déroulaient paisiblement leur orbite autour du noyau débonnaire. L'atome transformait en cauchemar tous les rêves, même les plus vénérables, les rêves de Leucippe et de Démocrite, les rêves d'Anaxagore, ceux de Lord Rutherford. Il était un concentré de non-sens et d'hérésie, un marécage où s'enlisait la raison, et c'est pourtant sur ce marécage qu'il fallait élever une nouvelle demeure dans laquelle il serait à nouveau possible de vivre. Merci Jérôme. Donc un marécage, un rêve nouveau qui pulvérise toutes les anciennes certitudes. Alors évidemment, Heisenberg, quand il découvre son principe et qu'il l'expose, il ne se fait pas que des amis. Il a autour de lui un certain nombre d'opposants, dont Einstein, qui est peut-être le plus connu. Je vous lis quelques lignes et puis Jérôme ensuite va enchaîner sur une photo de classe qui est assez édifiante. Vous allez l'entendre. Einstein, à qui vous expliquiez les bizarreries de votre mécanique matricielle, vous accusa, non sans quelques raisons, d'entraîner la physique sur un terrain dangereux, en abandonnant l'idéal qui avait toujours été le sien, la description objective de la nature. Erwin Schrödinger émit une hypothèse qui exprimait un espoir déraisonnable et dut vous apparaître comme une épouvantable régression. Il s'agissait de considérer que les électrons n'avaient jamais été des particules, mais des ondes toutes bêtes, qui se donnaient parfois de faux airs de particules. À l'appui de ces dires, Schrödinger proposait, pour décrire l'évolution de ces ondes de matière, une magnifique équation différentielle qui rendait compte des résultats expérimentaux tout aussi bien que vos sévères matrices, mais d'une manière infiniment plus simple et familière, soulevant l'enthousiasme d'une communauté scientifique ravie de vous revoir enfin, après des années d'errance dans la tourmente quantique, les rivages du paradis qu'un dieu jaloux lui avait ravi. Donc, il y a une espèce de paradis perdu avec Heisenberg qui arrive. Il y a des choses qui sont abolies, il y a des choses qui désespèrent les grands savants du temps. C'est des choses qui sont des questions d'interprétation. C'est des questions d'interprétation, et c'est des questions qui sont plus directement des questions physiques, qui sont des questions d'ontologie. Est-ce que Heisenberg et Pauli, Dirac, enfin tous les gens qui sont autour de Niels Bohr considèrent très tôt, c'est que avec la physique quantique, on est rentré dans un domaine nouveau qui a une sorte de révolution qui transforme ce que ça veut dire comprendre les phénomènes physiques, et que donc il est plus possible dans ce domaine-là de conserver l'idéal d'objectivité absolue qui était celui de la physique classique. Et c'est ce genre de choses que Schrödinger ou Einstein ne veulent pas admettre, et n'ont jamais admis d'ailleurs, et qui donnent lieu à des discussions constantes, notamment pendant le congrès Solvay de 1927, oui, qui a dû être assez épuisant. Alors justement, j'aimerais bien que tu nous lises, juste entre les crochets ici, cette photo de classe où on voit tous ceux qui regardent Heisenberg d'un drôle d'œil parce qu'il est bien curieux comme physicien. Vous n'êtes pas au premier rang où se tiennent assis Albert Einstein, Marie Curie et Max Planck, mais plus modestement, debout au dernier, un peu guindé et confus, aux côtés de Pauli qui semble regarder Schrödinger de travers. Et c'est pourtant votre principe qui est au centre de tous les débats. Chaque matin, Einstein présente à la table du petit déjeuner l'expérience qu'il a imaginée pendant la nuit pour le réfuter, et qui doit prouver la possibilité, au moins théorique, de déterminer exactement la vitesse et la position d'une particule. Chaque soir, après une longue journée de réflexion au cours de laquelle il a, comme à son habitude, retourné le problème dans tous les sens jusqu'à l'épuisement complet de ses interlocuteurs, Niels Bohr expose la faille qu'il a découverte dans le raisonnement d'Einstein et sauve le principe jusqu'au lendemain matin. Car Einstein, soutenu par Schrödinger et Louis de Broglie, n'abandonne pas. Et il n'abandonnera jamais.
C'est vraiment des joutes de sales gosses, hein, géniaux entre eux, ils sont dans une espèce de compétition, et ça, le roman le traduit très bien. C'est une sorte de frénésie intellectuelle. C'est génial. C'est vrai, tous les matins, Einstein fait une expérience de pensée où il dit voilà, en faisant ça, on doit pouvoir mesurer la vitesse et la position. Et Bohr réfléchit, et le soir, il lui montre que non, et le lendemain matin, l'autre se réveille avec une autre expérience de pensée, et ça dure pendant tout le congrès Solvay. C'est fabuleux, et ça, on le ressent très très bien. On est auprès d'eux dans tout le livre. Alors, on est auprès d'eux dans tout le livre grâce à ce narrateur. Et j'en viens à l'énonciation. On l'a entendu plein de fois depuis le début de la rencontre, ce narrateur qui dit « je » et qui apostrophe en le vous voyant, le héros. Vous étiez un garçon si totalement, si terriblement sain, un boy scout avide de grand air et de franche camaraderie. Je ne vous connais pas, je ne veux pas vous rejoindre sur un îlot désolé. À un moment, il dit « Laissez-moi vous aider, je vous en prie. Regardez-moi et dites-moi, je vous en prie. Comment trouvez-vous notre lac et nos montagnes ?» Ça, c'est Heisenberg qui parle. Ça, c'est Heisenberg, Ouais. c'est pas lui. Ça, c'est Heisenberg qui parle. Il parle de son Allemagne. Et alors, c'est très étrange parce que ce héros qui apostrophe sans arrêt, dont on ne sait pas trop qui il est encore, on en parle très bientôt, il apostrophe sans arrêt donc l'autre héros, Werner Heisenberg, et il semble osciller entre une sorte de tendresse, de compassion et de colère parfois. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'approcher le physicien de cette manière? Par le truchement de ce narrateur qui semble assez paradoxal parfois dans ses sentiments à l'endroit de Heisenberg. D'abord, le problème évident que j'avais à résoudre, c'est que comme je m'étais fixé comme contrainte de départ de ne pas romancer les faits, tout ce qui arrive à Heisenberg et tout ce qu'il dit, c'est des choses qui sont sourcées. Il n'y a rien inventé. Je me voyais vraiment pas... il n'y avait rien d'interdit ou d'hérétique, hein, mais je me voyais vraiment pas imaginer un dialogue fictif entre Heisenberg et Einstein, par exemple. C'était un truc, je me suis dit, je vais peut-être pas faire ça. Ou alors, et les autres solutions plus modestes n'étaient pas très satisfaisantes. Je ne pouvais pas imaginer une discussion entre Heisenberg et sa femme dans la cuisine le matin, me paraissait pas non plus... Et ça, t'aurais pu. Bah, si, oui, ça j'aurais pu, oui, mais pourquoi faire, quoi, donc je préférais faire comme ça. Et puis il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le fait que voilà, c'est des vies vécues, quoi. C'est pas un matériau. Je voulais pas les traiter comme un pur matériau littéraire. Et du coup, il faut trouver un chemin, quand on se fixe une contrainte comme celle-ci, il faut trouver un chemin qui fait qu'un roman est possible et qu'on n'a pas simplement une sorte de résumé biographique, sinon ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Je voulais pas faire une biographie, je voulais faire un roman. Alors le narrateur extérieur, il est là pour porter sur ses faits une part de subjectivité, et une subjectivité qui varie. Il n'a pas un point de vue subjectif, il fait varier les points de vue au gré du temps qui passe, au gré de ses humeurs, si bien que l'ensemble des faits apparaît sous différentes coloris, avec et tonalités, voire même contradictoires, parce que je ne voulais absolument pas donner une impression d'autorité à ce qui était dit, spécialement concernant la polémique historique qu'il y a, et je voulais que tout soit tenu ensemble, et qu'il n'y ait pas de décohérence, voilà. Que tout soit tenu ensemble jusqu'au bout, et j'avais besoin d'un narrateur comme ça. Et ça, d'un point de vue formel, ce qu'il permet, bon là le narrateur est là, mais ce qu'il permet c'est le vouvoiement, parce que l'adresse directe permet justement, qui pour moi, vraiment cette adresse, c'est ce pronom personnel, c'est le pronom personnel de l'affectivité en quelque sorte. Hein. Et on peut lui faire porter toutes les variations possibles de l'affectivité. Et bien sûr que le narrateur parfois est attendri, parfois l'admire, parfois il s'énerve, et parfois dans la même phrase. Ah, j'aime bien le vouvoiement. Si vous pouvez le vouvoyer, alors, il y a, comme dans ton avant-dernier livre, le sermon sur la chute de Rome, un point de vue qui se dédouble. Dans cet avant-dernier livre, il y avait la Rome de Saint-Augustin, père de l'Église, et puis la Corse d'aujourd'hui. Cette fois, il y a Heisenberg, physicien allemand, dans les années 20 et 40, et ce narrateur, étudiant en philosophie, qui est notre contemporain. De ce jeune homme, tu écris:
le jeune homme dans lequel, enfin c'est le narrateur qui dit ça, donc ce jeune homme d'aujourd'hui, étudiant en philosophie, le jeune homme dans lequel je dois bien accepter de me reconnaître, ignore encore, en cette journée de juin 1989, l'ampleur de l'humiliation qu'il va subir bientôt à cause de vous, alors qu'il attend qu'on l'appelle pour passer son dernier examen oral de fin d'année. Je viens d'apprendre que j'aurai à commenter un passage de physique et philosophie, que je n'ai bien sûr pas lu. Alors, pourquoi avez-vous choisi le sceau de l'humiliation, de l'ignorance, de la douleur pour cette première rencontre? C'est une manière de commencer une relation, peut-être pas la plus... Et ce second héros, Jérôme, je te dis vous, je te dis tu, bon, pardon. Ce second héros, il te ressemble quand même beaucoup. Étudiant en philosophie, c'est toi, ça t'est arrivé ça? Non, ça n'est pas arrivé du tout. Non, ça n'est pas. Là aussi, il y a des choses qui sont exactes, et notamment la description de la qualité éditoriale de Physique et Philosophie, qui est un livre qu'on ne peut pas lire sans qu'il se désagrège. Et ce qui m'a toujours fait penser que si quelqu'un arrivait à un oral sans l'avoir lu, au bout de 2 secondes, il allait être immédiatement pris en défaut, puisque si on tourne une page, elle reste dans la main. Donc, et la couverture est très moche. Elle est horrible, oui. Mais en général, je ne sais pas ce qui prend aux gens qui font de l'édition scientifique, mais ils tiennent absolument à ce que... c'est beau. Mais c'est pas les scientifiques qui font ça, c'est les éditeurs qui font. Donc c'est vraiment assez horrible. Non, il me ressemble, c'est une sorte de faux double, parce que il est donc le roman est construit chronologiquement, on suit la vie de Heisenberg, et le narrateur aussi avance dans la sienne, ce qui fait qu'il y a une espèce d'avancée parallèle à des années d'intervalle. Pendant la première partie qui se passe de 1920 à 1933, on est en 89 pour le narrateur. La deuxième partie qui est de 33 à 45, on est en 95 pour le narrateur, et la dernière partie qui est en 1953 pour Heisenberg, on est en 2008 pour le narrateur. Et en 89, je passais des oraux de maîtrise, en 95, j'étais en Corse. Au bord de la Méditerranée. Voilà, en 95, j'étais en Corse, et en 2008, non, mais bon, à la fin des années 2000, j'étais aux Émirats, comme oui. mais jamais dans les circonstances qui sont celles du narrateur. Voilà, dans la partie, il est à Dubaï pendant la crise financière, il est chef d'entreprise. Moi, j'étais professeur au lycée français. J'étais à Dubaï quand même. À Abu Dhabi. Ah oui, j'étais à Abu Dhabi. Alors justement, on va parler du Golfe. Dans votre œuvre, il y a un thème qui est vraiment récurrent, c'est le thème de la pourriture, de la chute, de la ruine. Cette tour de Babel aussi qui s'écroule, et avec la tour la plus haute du monde dans les Émirats. On va peut-être lire un petit passage, on a cette image de la tour de Babel. Il est question donc dans ce livre de champs de ruines, d'une ville qui n'est déjà plus qu'un cadavre de ville, un pays qui n'est déjà plus qu'un cadavre de pays, se consumant dans les flammes rouges d'un gigantesque bûcher funéraire. Il s'agit de l'Allemagne, bien sûr, un dieu qu'on ne peut aimer et auquel on revient pourtant comme à une idole barbare. Et puis page 156, justement, là c'est plus proche de nous, ce sont ces images qui sont empruntées au paysage du Golfe. Bientôt peut-être, les gratte-ciel qui défilent sur la Sheikh Zayed Road et la plus haute tour du monde elle-même seront livrés au sable du désert, et le vent portera jusqu'en Iran l'odeur âcre de leur pourriture métallique. Leur décomposition sera bien plus lente que ne le fut leur naissance. Ils dresseront longtemps face à la mer leurs ossements de momies rongés par le sel. Ce thème de la pourriture, de la sénescence, de la dégradation, de la décadence, c'est obsessionnel. Rien du tout. C'est une question quasiment psychanalytique et qui m'inquiète un peu maintenant. Mais c'est un fait. Mais c'est très très difficile de rendre compte de rendre compte rationnellement de ces obsessions. Et si on y arrive, c'est pas très... si on arrive, je pense on est bienveillant. Mais même si on arrive, je pense qu'il ne faut pas trop se fier aux explications rationnelles qu'on peut donner, là-dessus. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais c'est vrai que quand
voyais bien que je faisais quelque chose de très différent du Sermon sur la chute de Rome en écrivant ce livre. Et après, quand j'ai terminé, j'ai vu que j'avais raconté une histoire de chute encore. Oui. Mais ça, c'est pas des choses. Je me dis pas avant, tiens, je vais exploiter à fond le truc de la chute. Mais ça, voilà, c'est des invariants qui j'espère donnent une cohérence aux choses, quoi, parce que c'est pas, faut changer, on peut changer en restant un peu cohérent, mais je l'ai pas formulé comme ça, moi. C'est vraiment en cours d'écriture que j'ai réalisé que c'était ça, que j'avais perçu cette histoire de la physique du XXe siècle, enfin entre le début du siècle et Hiroshima, comme l'histoire d'une chute et comme une tragédie. Alors là, je parle de la physique en général, je parle pas seulement de Heisenberg. Après, ça m'avait beaucoup touché de voir que tous ces gens qui avaient vraiment une conception très très haute de la connaissance, une conception parfaitement gratuite de la connaissance. Je ne pense pas qu'aucun de ces physiciens n'aurait accepté de soumettre la validité d'une connaissance à ce qu'elle rendait possible du point de vue technique. Il y a même une sorte de vague mépris pour tout ce qui est technique et pragmatique, et penser que c'est des gens qui étaient dans un état d'esprit comme ça et qui étaient dans le domaine de la physique, qui était le plus monstrueusement abstrait, où la possibilité d'une application était quand même lointaine et qui rendent possible la bombe atomique. Ça me paraît vraiment, ça ressemble vraiment à la trajectoire d'une tragédie. Alors justement, on en vient à ce thème du mal. Tu écris tout au début du livre, au sujet de ton héros, vous avez regardé par-dessus l'épaule de Dieu et vous êtes apparu à travers la mince surface matérielle des choses, le lieu où se dissout leur matérialité. Dans ce lieu secret, il ne demeure aucun vestige du monde que le langage des hommes peut décrire, je coupe, mais seulement la forme pâle des mathématiques. Alors cette métaphore de regarder par-dessus l'épaule de Dieu, elle est récurrente dans ton roman. Ça veut dire quoi, regarder par-dessus l'épaule de Dieu? Parce que c'est ce qu'il fait sans arrêt. Alors la métaphore n'est pas de moi, la métaphore est de Heisenberg. Elle est de Heisenberg, c'est sa femme qui rapporte qu'à la fin de sa vie, il a dit qu'il avait été heureux de pouvoir regarder de temps en temps par-dessus l'épaule de Dieu au travail. Il y a une... Donc moi je peux simplement dire comment je l'ai compris, mais je ne pense pas me tromper beaucoup, surtout quand on voit la manière dont il décrit le mécanisme psychologique qui suit une découverte importante et où c'est présenté comme une sorte de dévoilement, de voile de dévoilement et même de déchirement, d'un voile qui se déchire brutalement et où ce qui était confus, incompréhensible, horriblement complexe devient lumineux, simple d'un seul coup et pas pour très longtemps. Et elle est très précise, la métaphore, regarder par-dessus l'épaule de Dieu. Ça ne veut pas dire, au travail, c'est juste un coup d'œil furtif sur quelque chose, on n'a peut-être pas le temps de tout bien voir, etc. Mais c'est une vision assez mystique et platonicienne de la connaissance, et même complètement. C'est-à-dire que on n'est pas en train d'élaborer ou de construire quelque chose, on est en train littéralement de le découvrir, comme si c'est la conception de Heisenberg, en tout cas, comme si ça avait toujours été là et que ça attendait que le regard de quelqu'un se pose là-dessus. Alors la mystique, tu viens de prononcer le mot, la théologie négative, moi que je renifle un peu dans tous tes livres, et puis il y avait Augustin bien sûr dans ton avant-dernier livre, c'est quelque chose, ce sont des thèmes, c'est une tessiture, quelque chose qui est là dans toute ton œuvre. Tu écris ces mots qui sont très qui m'ont beaucoup remué tout au début du livre. Dieu est aussi maître de l'horreur. Il y a un vertige de l'horreur, plus puissant peut-être que celui de la beauté. Le vertige de l'horreur ressemble parfois à celui de la beauté. Est-ce que tu peux nous parler de ces mots qui sont très forts, qui sont terribles aussi, et puis peut-être de Ernst Jünger Ça pour moi c'est l'essence du mysticisme. C'est le fait de le mysticisme, c'est pas tel qu'il se lit dans la poésie soufie perso-arabe, c'est pas simplement le rapport, c'est même pas d'abord pour moi le rapport à Dieu, et c'est la saisie de choses contradictoires et de contradictions qu'on ne résout pas dialectiquement. Quand une chose apparaît en même temps comme étant son contraire.
Tout à l'heure, je parlais de la trajectoire de la chute. On peut aussi considérer avec le progrès que cette chute est aussi la trajectoire d'une ascension, même d'une ascension foudroyante même, et aussi foudroyante qu'est foudroyante la chute, et en même temps. Et moi, ça c'est une deuxième constante de ce que je fais. C'est des choses qui m'intéressent constamment, pas parce que je les trouve jolies, mais parce que je trouve qu'il y a une part de vérité là-dedans. En faisant apparaître les choses de manière contradictoire, comme ça, elles se laissent voir pour ce qu'elles sont. Dans Un Dieu, un animal, par exemple, roman que j'ai écrit en 2009, ça tourne autour d'un poète soufi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Halaj, et qui, lui, porte cette contradiction à son paroxysme, puisque pour lui, par exemple, le signe de l'amour de Dieu, c'est que Dieu nous tue. Alors justement, il y a des choses très contradictoires autour de l'uranium, des découvertes auxquelles Heisenberg a largement contribué, et de cette bombe qui aurait permis de tuer moins de monde en 1945, ou qui a été le mal absolu. Alors justement, est-ce que ce mal qui est si difficile à cerner, cette question du mal, on va entrer maintenant dans cette question grâce à ta lecture, est-ce que tu peux nous lire juste voilà, ce petit passage? Voilà, c'est sur l'uranium, si tu veux. On vous demande de vous pencher sur les possibles applications pratiques d'une découverte qu'Otto Hahn a faite l'année précédente en étudiant les noyaux lourds. En bombardant de neutrons des atomes d'uranium, on provoque dans la matière un changement obscur, l'apparition d'un élément mystérieux qu'il n'a pas encore été possible d'identifier à coup sûr, quoique d'audacieuses conjectures aient été avancées, et dans lequel Otto Hahn se résigne à reconnaître du barium, métal bien connu, d'une trivialité totalement dépourvue de mystère, à ceci près qu'il n'a rien à faire là. La seule explication de cette présence incongrue est qu'un neutron a provoqué la fission du noyau d'uranium, qui s'est transformé en deux atomes plus légers, dont un de barium, non sans avoir libéré une énergie suffisante pour déplacer un grain de poussière. Si cette fission engendrait à son tour en nombre suffisant des neutrons capables d'aller briser d'autres noyaux, elle initierait alors une réaction en chaîne qu'on pourrait utiliser pour produire de l'énergie, ou un explosif d'une puissance insoupçonnable. T'as bossé, hein? J'ai bossé. Ouais. Donc, voilà, c'est une question là, de ces découvertes terribles à cette époque-là. Et justement, sans arrêt, tu questionnes justement cette question... Tu reviens à cette question du mal. Est-ce que la bombe, il fallait l'utiliser ou pas? Le professeur Heisenberg, à un moment donné, un de ses collègues lui pose la question de l'utilité, de l'obligation d'utiliser cette bombe si terrible. Le professeur Heisenberg lui répond qu'on peut au contraire considérer que c'était le moyen le plus rapide de mettre fin à la guerre. Thèse, hein, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais un peu plus tard, il parle à son tour du bombardement comme l'acte le plus diabolique qu'on puisse imaginer. Robert Oppenheimer, quant à lui, tend devant lui ses longues mains pâles. Il est devant qui à ce moment-là? Devant Truman. Devant Truman, hein, ses longues mains pâles, paumes ouvertes et doigts tremblants, afin que le président Truman puisse constater qu'elles sont couvertes de sang. Les physiciens ont connu le péché, un péché bien trop grand pour eux. Ils ont chuté d'un seul coup, tous ensemble. Et quand Robert Oppenheimer est devant Samuel Goudsmit, responsable du test Trinity... Non, il s'appelle Kenneth Brandridge. C'est pas lui? Non, c'est pas Samuel Goudsmit. Je suis trompée. Oui, c'est pas grave. Donc Robert Oppenheimer dit c'est Kenneth Brandridge qui lui dit maintenant nous sommes tous des fils de pute. Nous sommes tous des fils de pute. Donc il y a... Ça m'a toujours fait rire que cette phrase ait été prononcée pas longtemps après je suis devenu la mort, le destructeur des mondes, parce qu'elle veut dire à peu près la même chose. Là, qu'est-ce que... Voilà, avec cette oscillation entre fallait le faire et puis en fait c'est affreux de l'avoir fait. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Parce que là on retrouve... Mais c'est pas des questions de responsabilité simples, c'est pas du tout simple ces questions-là. D'abord parce que quand on suit la manière dont s'est passée la découverte et le passage que j'ai lu, il se pose des questions sur la structure des noyaux, des atomes lourds. Il ne fait pas du tout de recherche pour faire une bombe. Et en trouvant ça, en quelques semaines, il rend possible quelque chose
ne pouvait pas prévoir, ce qui ne correspond pas du tout à ce au concept pénal de responsabilité, je veux dire, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui se passe, et on initie des choses qui excèdent infiniment ce qu'on peut prévoir, et qui donnent au progrès l'apparence d'une sorte de nécessité tragique qui n'est pas du tout celle de la volonté. Maintenant que les physiciens pensent qu'il faut larguer la bombe ou pas, ça n'a rigoureusement plus aucune importance en 1945. Après, Oppenheimer a fait en sorte d'empêcher le développement de la bombe à fusion sans succès. Il y a des choses qui s'enchaînent, qui sont des mécanismes dans lesquels l'individu, ou la bonne volonté ou la mauvaise volonté de l'individu, et tout le problème est là justement, sont pas déterminants ou décisifs. Et c'est pas une question de volonté tournée vers le mal du tout, c'est quelque chose de plus aveugle, de plus mécanique. Ton héros, tu le considères comme innocent alors, puisque... Non, mais c'est Oppenheimer qui a dit les physiciens ont connu le péché. Je pense qu'il utilise la catégorie précise qui est utile pour décrire ce que je viens de parler. Il n'est pas la catégorie de la responsabilité pénale, mais celle du péché. Et je pense qu'Oppenheimer était quelqu'un qui aimait bien choisir des mots, des mots exacts. Quand, à Farm Hall, les Anglais ont d'abord isolé Otto Hahn le 6 août pour lui dire, puisqu'ils étaient prisonniers, ils ont d'abord isolé Otto Hahn pour lui dire que qu'une bombe à uranium avait été lancée sur le Japon, et Otto Hahn a été absolument bouleversé. Ils lui ont donné à boire et il a dit qu'il était responsable de centaines de milliers de morts et qu'il avait du sang sur les mains, etc. Et après j'avais lu une réflexion de Heisenberg plus tard où il disait que Otto Hahn avait tort, qu'il comprenait pourquoi Otto Hahn avait pensé ça, mais qu'il avait tort et que c'était pas le découvreur de la fission qui était plus responsable que les autres. Alors ton héros parfois nous apparaît... Ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents, hein. C'est une situation contre-paradoxale où on est coupable sans avoir pu être avisé du mal qu'on était en train de faire. Et ton héros parfois apparaît comme bouleversant vraiment de naïveté, hein, il croit... C'est ce que l'autre héros, celui qui vit là aujourd'hui, dit de lui. Vous pensiez encore citoyen d'une Athènes spirituelle, et il dit aussi de Heisenberg, il vous était impossible de croire que les forces de la bêtise fussent infiniment supérieures à celles de la raison. Si vous étiez naïf, c'était peut-être de rêver que le monde de la politique devrait, en fin de compte, obéir aux mêmes règles aristocratiques que le monde de la science, dans lequel les luttes les plus acharnées n'admettaient pas d'autres armes que les arguments et constituaient encore des témoignages de respect et d'amitié. Donc il est tout nimbé d'une espèce de pureté quand même, ce héros. Non, mais c'est pas une sorte de pureté, mais je crois qu'il y a une forme de décalage quand on voit la communauté scientifique des années 20, les dialogues internationaux, puis la pureté des arguments, la vivacité des échanges. Ils sont dans un monde qui n'a pas le même fonctionnement que celui de la politique, mais pas du tout, hein. Et Heisenberg raconte la première fois où il a vu un tract antisémite contre Einstein. Il n'en a pas cru ses yeux. Il ne comprenait pas qu'on puisse attaquer une théorie scientifique sur des choses qui n'étaient pas des arguments scientifiques. Or, au même moment où on a cette espèce de communication intellectuelle parfaite, on est dans un monde politique qui est en train de basculer vers le nazisme, et voilà, je pense qu'il y a certainement un décalage fâcheux, et je pense que lui, par-dessus le marché, il a pas une très très nette conscience de ce qui se passe. Moi, il y a un épisode qui est complètement hallucinant pour moi, qui se passe en 1945, quand les Américains l'arrêtent. Il y a Samuel Goldschmidt, qui est le conseiller scientifique de la mission Alsos, qui va le voir à Heidelberg. Alors Heisenberg lui dit, voilà, je travaille sur un réacteur, on a appris des tas de choses sur... et si vous voulez, moi je peux dire, je suis prêt à partager le résultat de mes travaux avec les Américains. Et il lui demandait, vous avez travaillé un peu sur le nucléaire? Et Samuel Goldschmidt dit non. Et l'autre, il le croit. Et quand il apprend, quand la bombe tombe, que c'est évidemment faux, et que non seulement ils ont travaillé, mais qu'ils sont à des années-lumière, il ne comprend pas pourquoi Goldschmidt ne lui a pas dit la vérité. Et il réagit comme si le type qui était qui était détenteur d'un secret d'État énorme
devait le lui dire parce qu'ils étaient physiciens et qu'ils travaillaient ensemble, ce qui est quand même... voilà, c'est une naïveté énorme quand même. Est-ce que tu peux nous dire ce que signifie philosophiquement, je pense, hein, cette phrase? Même si l'homme peut faire ce qu'il veut, il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. C'est une phrase, c'est une citation, c'est Heisenberg qui cite ça dans sa conférence de 1953. C'est une citation de Schopenhauer qui doit être tirée de son livre sur la liberté de la volonté. Et c'est, alors je ne vais pas le décrypter tout philosophiquement, mais c'est exactement la formulation philosophique du paradoxe que je signalais tout à l'heure sur le problème de la volonté des individus dans l'action. Alors, c'est un peu un héros bancal quand même, Werner Heisenberg, un anti-héros par moment. Il y a quand même un vrai héros que j'aime beaucoup moi personnellement et qui parcourt ce texte de façon assez fulgurante, c'est Hans Junger. Pourquoi la guerre comme expérience intérieure, moi je l'ai vraiment senti ce livre-là. C'est toutes les premières pages sur le vertige de l'horreur, c'est le combat comme expérience intérieure, puisque je crois que c'est le titre du deuxième chapitre qui s'appelle Horreur, oui. qui est consacré à l'analyse de ce qu'on ressent devant ce qui se passe dans une tranchée. Quand j'étais sur le projet du livre, j'ai lu tous les journaux de guerre de Junger. Après j'ai eu de la chance parce qu'ils ont sorti juste au moment où j'étais en train de travailler les journaux de guerre de 14 non rédigés, hein, c'est-à-dire vraiment la retranscription de ces carnets. Et voilà, faire un parallèle comme ça me plaisait bien parce qu'il y avait parfois il y avait beaucoup de sens. Alors après, j'ai essayé de le faire parce que je voyais bien que sur les années 20 et sur la guerre de 14 c'était facile. Mais je ne savais pas si je pouvais le tenir jusqu'au bout. Et en fait, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai pu le tenir jusqu'en 1953. D'abord parce que dans un texte de 1931, je trouve que Hans Junger a fait une remarque sur l'atome en disant qu'il avait perdu sa matérialité, c'est-à-dire et qu'il était devenu lui aussi une figure et plus une chose. Après, pendant que je m'intéressais à Farm Hall, il y a des choses qui sont écrites quasiment en même temps par Junger. Et quand on voit, je sais pas, moi, des gens comme Dibner en train de dire qui est un des deux militants du parti nazi qui est dans les physiciens, il y a Dibner et Eichberg qui sont partis, qui dit que lui il a aidé tout le monde et qui comprend vraiment pas, ou Walter Gerlach qui dit que lui dans son bureau il avait un portrait de Hitler tout petit et qu'il n'a jamais voulu en mettre un grand. Et quand on regarde quand on regarde l'anecdote de Junger prise en 1945, quand il apprend ce qui s'est passé dans les camps, il écrit dans son journal « Les Allemands ont perdu le droit de se plaindre ». Voilà. Et il y avait des choses comme ça, puis je voyais mal comment je pouvais tenir comme ça jusqu'en 53, et puis là la chance m'a vraiment souri parce que je suis tombé sur une photo prise à l'université de Munich en 53 pendant la conférence sur la technique que Heisenberg a prononcée, puis Heidegger a fait la sienne le lendemain. Et sur la photo, on voit Hans Junger en train de parler à Heisenberg avant sa conférence, et 2 rangs avant, il y a Heidegger. Et je me suis dit, bon, merci. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Il aurait disparu à la page 80, ce qui aurait posé des problèmes de structure. Alors il y a une autre comète qui traverse comme ça le livre, une héroïne qui est là dans le filigrane du texte, c'est Sophie Scholl. Tu parles souvent de la rose blanche, alors peut-être que tu peux rappeler, face à tous ces anti-héros, il y a quelques héros. Il y a Ernst Junger et il y a Sophie Scholl et son frère Hans. C'était quoi le groupe de la rose blanche? C'était un groupe d'étudiants de Munich autour de Hans et Sophie Scholl et de quelques amis, puis il y avait leur professeur de philosophie aussi, un groupe qui s'appelait la Rose Blanche et qui a écrit 4 tracts qui ont été distribués et qui étaient des tracts très violemment anti-nazis. Et puis ils ont été arrêtés pendant une distribution de tracts à l'université de Munich et tous décapités, jugés immédiatement. Si, il y a eu un procès, enfin un procès. Ça a duré 2 heures. Ouais, ils ont tous été décapités. Et bon, je les ai trouvés dans un texte de Heisenberg que j'aime beaucoup, qui a été publié en France sous le titre Philosophie, le manuscrit 1942, qui est donc un texte qu'il a rédigé entre 1942 et 1943 pour son usage personnel, et qui est une manière de mettre au clair
vision philosophique de la réalité par rapport à son expérience de physicien. Et dans ce texte, il est constamment question, dans des espèces de formules métaphoriques, de la rose blanche. Mais à Munich, quelques étudiants chrétiens espèrent que la puanteur n'aura pas noyé le parfum salutaire de la honte. C'est écrit à leur sujet. Alors on en vient vraiment là au centre, vraiment de ce livre, l'écriture. Et le principe d'incertitude, peut-être comme métaphore de l'écriture. Hein. C'est vraiment un poète, un romancier qui s'est emparé d'un propos de scientifique, et ça donne ça. Donc, page 41, je lis: le principe consista d'abord dans votre conviction que nous n'atteindrons jamais le fond des choses, parce que les choses n'ont pas de fond. Il y a quelque chose d'indécidable, d'incompréhensible, de totalement fuyant dans la philosophie, la pensée d'Heisenberg. Et peut-être que la poésie, c'est ça. Peut-être qu'on touche ici à la poésie. Et tu dis ce que tu... Moi, a priori, l'idée de prendre un concept scientifique ou un théorème scientifique pour en faire un sujet de roman a pas ma faveur immédiate, parce qu'on risque toujours de déformer les choses ou de les prendre comme une espèce de prétexte, surtout que par exemple l'adjectif quantique est vraiment mis à toutes les sauces les plus ésotériques. Enfin bon, vraiment je voulais pas faire ça, mais là, et puis si on parle d'un sujet, il faut parler de ce sujet-là, c'est pas la peine de le prendre simplement comme prétexte. Mais là, pour le coup, j'étais sûr que c'était possible avec Heisenberg, parce que il présente lui-même les problèmes posés par la physique quantique et par dans son développement, et précisément par le principe de l'incertitude, aussi comme des problèmes de langage. Et ça, il le fait de manière absolument explicite. Voilà. Le problème vient pas quand on a les équations ne posent aucun type de problème, mais quand on essaye d'en donner la signification physique, c'est-à-dire de parler de la réalité, Or, dit Heisenberg comme Bohr, à un moment, on va faire de la physique, ça ne veut pas dire écrire des équations, ça veut dire pouvoir parler de la réalité. Pour parler de la réalité, ben, on peut le faire, on fait avec le concept de notre langage. Ces concepts, ils peuvent être affinés, etc., mais ils ont une forme qui ne peut pas être transformée. Et la physique quantique apparaît comme paradoxale parce que, dit-il, on est rentré dans un domaine peuplé par des entités qu'on ne peut plus attraper avec les concepts du langage courant. Et que donc, nos mots perdent leur validité. Ils ne deviennent plus que partiellement valides. C'est un problème de langage. On a des catégories ondes, corpuscules, ça ne va pas pour décrire par exemple ce qui se passe. Et dit-il, ça ne sert à rien d'espérer améliorer nos concepts, parce que ces concepts-là ne sont pas améliorables, ils sont ils reflètent notre manière de penser. Si on était d'autres êtres, on pourrait peut-être voir les choses autrement, mais là, nous, on doit... donc on est condamné en quelque sorte à parler mal, et à toujours se demander jusqu'où le terme que j'emploie a une validité, et où est-ce qu'il commence à cesser de l'avoir. Et je sais qu'en tant que lecteur, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'avais été obligé de revenir vraiment plusieurs fois au texte, ce qui est très embêtant avec Heisenberg, c'est qu'il écrit en prenant en compte très sérieusement ce qu'il dit, ce qui donne ceci. On va avoir il explique quelque chose, alors il explique des choses très bien, hein, en donnant une expérience qui... il y a un truc très connu où il explique le principe de la détermination avec une expérience où il suppose qu'on devrait éclairer un électron. Et on a après un autre exemple qui a l'air de prendre exactement le contre-pied de ce qu'on vient de lire, et qui a aussi une validité partielle, et qui exige donc, alors dans les textes de Bohr c'est encore pire, et qui exige donc une espèce de disponibilité intellectuelle, pour faire face à une difficulté qui ne peut pas être aplanie parce qu'elle tient à la structure du langage. Et parler de ces choses-là, c'est en parler imparfaitement, métaphoriquement en quelque sorte, et c'est pour ça que ça me paraît être aussi directement un problème littéraire. Peut-être parce que les physiciens, comme les poètes, parlent de ce qui devrait être tu
Hein, on pense à la dernière phrase du livre de Wittgenstein, le Tractatus. La position de Heisenberg, c'est simple, c'est l'exact opposé de la position de Wittgenstein. C'est ce dont on ne peut parler, il faut le dire quand même. Ce que dirait Heisenberg, il faut le dire quand même, et puis voilà. Et puis il ajoutait que de toute façon, tout ce qui peut être, il y a presque rien ne peut être dit clairement, et que ce qui peut être dit clairement n'est en général pas très intéressant. Alors peut-être que tu peux, pour illustrer cette pensée, tu peux nous lire là ce qu'il y a entre les crochets. Si tu veux. De là à là. Ouais. Ni lui, ni Schrödinger, ni De Broglie n'acceptent de renoncer à l'espoir déraisonnable et magnifique, qui fut la raison d'être d'une quête menée depuis si longtemps, de parvenir un jour à la description objective du fond secret des choses. Et ils n'acceptent pas qu'à cause de vous, cet espoir soit aboli et ne puisse pas même subsister à titre d'idéal, parce que les choses n'ont pas de fond et que le principe instaure entre elles et nous une limite infranchissable, un isthme au-delà duquel s'étend le néant ineffable. C'était un combat honorable, un combat nécessaire, et même si l'avenir n'a cessé de vous donner raison, longtemps après votre mort à tous, j'ai souvent envie de vous reprocher d'avoir considéré dès le début, avec la désinvolture et l'arrogance naïve de la jeunesse, que c'était un combat perdu. Mais je ne le fais pas, et je regrette de vous avoir cru désinvolte. Vous ne l'étiez pas plus que vous n'étiez naïf, au contraire. Vous étiez si peu naïf qu'il vous était impossible de croire que toute la réalité du monde se laisserait un jour apprivoiser par les concepts familiers du langage des hommes. Vous saviez qu'il faudrait en venir à la cruelle nécessité d'exprimer, comme le font les poètes, ce qui ne peut l'être et devrait être tu. Voilà. Donc il y a vraiment une équivalence entre le travail du physicien et celui du poète. Hein, ça c'est Bohr qui lui a dit, c'est une remarque de Niels Bohr. Oui, c'est en 22 à Göttingen, quand Niels Bohr vous a révélé avec une infinie compassion que votre vocation de physicien était aussi une vocation de poète. Il ne vous a rien appris que vous ne sachiez déjà. Donc, on continue à avancer dans ces problématiques autour du langage que pose magnifiquement ton livre. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette métaphore de l'isthme? Tu cites en épigraphe, au tout début du livre, un vers de Nifari, ouais, qui est un poète soufi aussi irakien. Du XIe siècle, je crois. Oui. Et le livre s'appelle Le livre des haltes. Et voilà le vers. Et il m'a dit, entre la parole et le silence, il y a un isthme où se trouve la tombe de la raison et les tombes des choses. Et peut-être que tu peux enchaîner ensuite, parce que moi j'ai travaillé. Tu vois ça, ouais. Ouais, voilà. Ben, c'est dur à toi, t'es pas facile. Hein. Tu peux peut-être enchaîner sur 93, voilà, c'est là qu'on parle du isthme, 93-94. Mais il y a aussi un second mouvement, plus secret, plus profond. À la monotonie du chaos, il oppose seulement la calme persistance de son déploiement imperceptible, qui suffit peut-être pour que ne soit pas abandonné aux seuls adorateurs de la mort le soin de décider ce qu'est la vérité. Ce mouvement ne pèse en aucune façon sur le déroulement des événements. Il ne compense aucune horreur, ne sauve aucune vie. Mais tant qu'il persiste, la voix étouffée des patries spirituelles ne s'est pas encore tue. L'espoir n'a pas été définitivement transformé en illusion, ni la vérité en poison, et en vous laissant aller à ce mouvement, chaque nuit que vous passez à écrire, vous êtes déposé dans le sanctuaire d'un îlot minuscule, où ne pousse sans doute aucune fleur, au large d'un isthme sur lequel s'est tenu bien avant vous, entre la parole et le silence, un vieux maître soufi dont nul ne sait rien, si ce n'est qu'il vécut lui aussi en un temps d'assassin et protégea de leur fureur, afin qu'elle pût être transmise en héritage, une vérité fragile, précieuse, vivante, vers laquelle mène le chemin secret des métaphores, que les assassins ne découvrent jamais parce qu'ils ne comprennent pas les métaphores. Voilà. Pourquoi les assassins ne comprennent pas les métaphores? Et qu'est-ce qu'il y a entre la parole et le silence? Où se tient le maître soufi? Entre le... C'est sans doute mon obsession de la physique quantique qui m'a fait penser, quand j'ai lu ce vers de Nifari, que c'était la meilleure description que j'en avais jamais lue, avec cette histoire de tombe de la raison et de tombe des choses. Voilà, c'était un résumé magnifique et puis qui portait le problème là où il m'intéressait. Et quand même, en rédigeant le roman, j'ai quand même fait 2 ou 3 trucs consciemment. Et ce que j'avais vraiment fait, ce qui était vraiment conscient et à l'origine du projet, c'était d'opposer 2 usages du langage, 2 usages différents du langage.
un usage de dévoilement, alors qu'il peut aussi passer par cette espèce de manière de tourner autour des choses qu'on ne peut pas décrire, mais en tout cas, pas pour les faire apparaître telles qu'elles sont, ce qui est impossible, mais au moins pour en donner une vague, une idée, un concept correct, et qui est un effort constant de travailler le langage pour arriver à lui faire dire ce qu'il ne peut pas dire. Et puis évidemment le pôle opposé, c'est l'usage politique et communicationnel du langage, qui est absolument patent dans le mal que le nazisme a fait à la langue allemande est absolument incommensurable, et où c'est utilisé comme une espèce d'étendard, plus pour dévoiler, mais pour cacher, transformer, maquiller, et qui, toute proportion gardée, et l'usage qu'on fait aussi dans la publicité. C'est une... Non, oui, c'est pas politiquement, peut-être pas, mais en tout cas, pour transformer le langage en quelque chose de répugnant, c'est la même chose. Ça, c'est absolument sûr. Et ça, tu le dis magnifiquement dans tout ton livre. Hein. Cette problématique-là, du langage qui est détruit vraiment par le mal avec les événements de la Seconde Guerre mondiale, et puis c'est contre ça que... Et toujours, encore maintenant, moi je ne le savais pas, mais en discutant avec mes amis allemands, je sais que ce mot qui est si beau et qui est Heimat, qui est intraduisible, est connoté pour toujours comme un mot... Comme un mot nazi. Oui, oui. Quand mon éditeur allemand avait traduit « Où j'ai laissé mon âme », il n'a pas traduit « mon capitaine » parce qu'il ne pouvait pas mettre Herr Hauptmann. Ça lui paraissait impossible, des connotations, enfin des choses de... Et j'ai nombre de lycéens qui disent « Oui madame, on ne fera jamais d'allemand parce que c'est affreux comme langue. » J'ai dit « Écoutez, c'est quand même la langue de Goethe, de Schelling, de Schiller. » Et c'est parce que pour eux, c'est le nazisme. Et dans un des tracts de La Rose Blanche, il y a une note sur la langue. Il parle de Mein Kampf, et il dit « Ce livre écrit dans l'allemand le plus laid qui soit, et qu'un peuple de soi-disant de penseurs et de poètes a pris pour Bible. » Dans les listes bibliographiques, comme sur les monuments aux morts, les noms finissent par se transformer en mensonges qui dissimulent ce qu'ils devraient désigner. Et puis tu écris plus loin, brisé par le mensonge, le lien qui unit les mots aux choses, jusqu'à ce que la langue, privée de sa force vitale, se raidisse et se nécrose et se mette elle-même à puer comme une charogne encombrante, abandonnée au soleil. Et le narrateur, qui a des velléités romanesques, qui essaye d'écrire un roman, dit à un moment « Je n'écrirai jamais mon roman parce que je suis incapable de raconter une histoire dans une langue qui n'existe pas. » Apparemment, ces soucis débordent bien la langue allemande, puisqu'elle ressurgissent même dans la langue française. C'est un souci d'écrivain, savoir ce qu'on fait de la langue, c'est un souci d'écrivain. Essayer de faire en sorte qu'elle ne devienne pas quelque chose de trop sale, c'est pas la question d'aimer ou pas ce qu'on lit, c'est d'en faire un usage qui est comment dire, voilà, qui est un usage honnête, et qui est pas... où la langue n'est pas simplement un outil de communication, mais elle a une autre fonction, parce que la littérature a une autre fonction. Ça me paraît vraiment essentiel. Et je voudrais maintenant qu'on en vienne, avant les questions, on arrive à la fin, à cet échange très mystérieux qu'il y a eu entre Niels Bohr et Werner Heisenberg. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, ce qu'ils se sont dit. Vraisemblablement, il y a eu une dispute. Moi, ça m'a fait énormément penser à cette rencontre très mystérieuse dont on ne sait rien entre Paul Celan, grand poète roumain, juif de langue allemande, réchappé de l'Holocauste, qui rencontra dans sa campagne allemande, après la guerre, Martin Heidegger. On ne sait pas trop ce qui s'est dit, c'était le nazi qui rencontrait le juif à ce moment-là. Évidemment, quand ils ont parlé, ils n'ont pas dû bien s'entendre, ça reste assez mythique, mais on n'a que du silence autour de cette rencontre, et que de l'intuition, et que des intuitions peut-être de romanciers qui ont dû être les tiennes quand tu as décidé d'écrire des pages autour de cette rencontre. Pourquoi est-ce qu'elle t'a autant fasciné? C'est pas qu'elle m'a autant fasciné, c'est que c'était un passage obligé. Moi, j'aurais bien voulu m'en passer de raconter la rencontre de 1941. Moi, mon projet était vraiment sur la langue. Alors après, évidemment, tout ce qui était la guerre, la bombe atomique et tout ça, je pouvais pas ne pas le faire, et ça m'a beaucoup intéressé de le faire.
mais c'était pas l'essentiel de mon projet. Et comme moi j'ai beaucoup de sympathie pour Heisenberg et que dans la polémique qu'il y a autour de lui, je suis plutôt de ceux qui ne trouvent pas grand-chose à lui reprocher. Je courais quand même le risque que si je me laissais aller, que mon roman se transforme en une espèce de plaidoirie. La plaidoirie vaut pas mieux que le réquisitoire, parce que ni l'un ni l'autre ne font des romans. Voilà. Et alors surtout sur un sujet comme ça, ils ont quand même pas été capables de se mettre d'accord sur l'endroit où avait eu lieu leur conversation. Non seulement sur, ils ont pas pu être d'accord sur ce qui s'était dit. Après Niels qui n'avait jamais bien compris ce que Heisenberg voulait lui dire. Parce qu'en plus en fonction des années qui passaient avec les différents souvenirs, Niels Bohr a été plus ou moins virulent et moi et alors là sur le coup j'ai aucune théorie. J'en ai aucune, j'arrive pas à comprendre le sens de cette conversation. Alors les gens qui détestent Heisenberg pensent qu'il est venu pour annoncer fièrement à son maître qu'il allait faire une bombe atomique et éventuellement lui donner des fausses infos pour les Alliés. Moi je pense que cette théorie-là est pas du tout tenable pour la bonne raison que il va se précipiter hors d'Allemagne, d'abord parce qu'il risquait gros en disant qu'il y avait des recherches nucléaire, et puis parce que ça n'avait aucun intérêt de donner des informations à bord pour qu'il les transmette aux Alliés, puisqu'il était au Danemark, mais j'ai pas plus de théories qui tiennent la route pour le reste. J'en sais rien, et ça tombe bien, parce que dans le roman, le but c'était de montrer que j'en savais rien, et de le traiter comme ça. Et de t'en remettre à l'intuition, et c'est sur elle que je voudrais qu'on termine. Tout vous échappe. Il ne vous est laissé que la triste jouissance des choses impalpables. La fièvre abstraite qui est la vôtre se répand, elle envahit tout. Et peut-être, il me semble, en lisant ton livre, que le plus grand principe d'incertitude, c'est l'amour. Et en tout cas, c'est ce que nous fait comprendre le héros, le narrateur. Et j'aimerais bien que tu nous lises, page 40 ou 50, justement ce que ce héros proche de nous dit de l'amour et d'une jeune femme qu'il contemple et qui semble plus intuitionner que voir. Et qu'est-ce que tout cela veut dire par rapport à tout ce roman sur la physique que tu viens de nous écrire? Je la revois s'avancer vers moi, voilà. Jusqu'à... D'accord, jusque-là. Voilà. Okay. Et puis, je la revois s'avancer vers moi, inaccessible et nue, comme si elle venait de très loin, malgré l'exiguïté de ma chambre. Je la regarde s'avancer, sa marche est interminable, car grâce à Dieu, la position n'est pas bien déterminée. Et je la regarde encore, alors que je me blottis déjà dans ses bras. Elle marche sans me voir, comme si je n'existais pas, comme si elle ne venait pas vers moi, mais descendait se baigner nue sous les étoiles de la nuit d'août, dans la fraîcheur d'une rivière inconnue, tandis que je l'observe, non pas depuis un matelas d'adolescent posé sur le sol, mais caché, le cœur battant derrière de lourds branchages parfumés, ondulant sous la brise. Et quand je me blottis contre elle, la regardant encore marcher sans fin, je sais que je n'oublierai jamais ce moment où l'existence de l'esprit devient plus tangible, plus incontestable que celle de la chair, dans la transparence de la chair même. Alors, qu'est-ce que... Ça, c'est comme si j'avais essayé d'appliquer une caractéristique quantique à un personnage en chair en os qui, heureusement, n'arrive jamais. Voilà. Ce qui fait qu'elle est là, pas là. Et en fait, le premier roman, les zéros était fait là-dessus. Il y avait un personnage principal qui est soumis à la mesure des autres. En fait. Quand tu vois des femmes, tu penses à la physique quantique comme ça? Non, pas du tout. J'aime beaucoup la physique quantique, mais elle n'occupe pas non plus tout l'espace de mon existence. Ah, alors, on va passer aux questions dans un instant pour entendre la musique de ton livre. Est-ce que tu peux nous lire juste les deux dernières pages au moment où ton héros rejoint son héros? Les deux dernières pages? C'est ça et... Jusqu'à la fin? Oui, jusqu'à la fin. Bon, le roman n'est pas, c'est la fin. Donc c'est pas... on a le droit de dire la fin. Ouais. Vous demandiez qu'est-ce qui est fort. Vous répondiez que c'était la rose blanche, le son presque inaudible de la corde argentée, et moi, je m'en souviens, je comprenais alors ce que vous vouliez dire. Je pensais que vous aviez raison, et en un sens, vous savez, je le pense encore. Parce que j'ai été comme vous-même, peut-être, tant de choses que je ne reconnais pas et auxquelles je ne dois rien. Je suis enfin libre de vous rejoindre à travers les lignes brisées du temps, comme je l'ai tant désiré. Je ne veux pas troubler votre bonheur face à la mer du Nord sur l'île d'Helgoland. Je ne veux pas m'immiscer dans vos discussions épuisantes avec Niels Bohr.
Je ne veux pas non plus qu'à cause de moi, vos yeux d'orphelin se détournent de la chambre à brouillard où vous attend le principe. Non, je préfère me tenir près de vous à Urfeld en mai 1945, devant le Walchensee, alors que le fracas de la guerre s'est tu et qu'il est à nouveau possible d'entendre résonner le son cristallin presque imperceptible de la corde d'argent. Vous venez de traverser ce qui reste de l'Allemagne en vélo pour rejoindre votre famille. Vous avez croisé des SS, des enfants, des arbres gelés et des pendus. Je suis un soldat américain de la mission Alsos. J'ignore mon propre nom. Je sais seulement que j'ai longtemps avancé dans l'ombre de la mort sur un continent en ruine qui a cessé d'être le centre du monde. J'ai vu marcher des cadavres, j'ai encore dans les narines l'odeur de la pourriture, celle de la chair, celle des moteurs de chars éventrés dans les flaques visqueuses d'huile et de sang. Et je suis maintenant debout à vos côtés face à un lac inconnu où plongent des montagnes enneigées sous le bleu du ciel qui illumine un soleil glacé. Vous n'êtes pour moi qu'un savant ennemi dont les travaux représentent pour nos services de renseignement un intérêt majeur que je ne comprends sans doute pas. Vous êtes assis près de moi, souriant et fatigué. J'ai peine à croire que vous ayez seulement 43 ans. Je ne sais pas ce qui vous a fait vieillir ainsi. Il est probable que je m'en moque. Vous vous tournez alors vers moi et vous me posez avec une incroyable cordialité une question inouïe. Comment trouvez-vous nos lacs et nos montagnes ? Je devrais en ressentir de la stupeur, une colère froide. Je devrais vous répondre brutalement que vous n'avez pas le droit de poser une question pareille, pas vous, pas maintenant, ou je devrais vous tourner le dos avec mépris, vous abandonner à votre inconscience. Je réprimerai peut-être un geste violent, mais je me penche vers vous et je vois votre visage rayonner d'une confiance si désarmante que je ne peux pas me mettre en colère. Vous me souriez d'un sourire de jeunesse éternelle. Je regarde votre lac et vos montagnes, je vous regarde encore, j'entends peut-être un son que recouvrirent si longtemps les hurlements, les pleurs et le sifflement des bombes. Un son lointain et suave, les notes d'une chaconne immortelle s'élevant d'un violon solitaire qui ne s'est jamais tu. Et je comprends que la question que vous me posez n'est ni déplacée ni futile. Comment serais-je votre ennemi ? Vous demandez encore avec insistance, regardez et dites-moi, je vous en prie, avez-vous jamais rien vu de plus beau ? Et moi, parce que je vous ai enfin rejoint dans ce lieu où il est impossible à l'amour de Dieu de mentir, je pose une main sur votre épaule et je vous souris à mon tour avant de répondre. Non, oh non, je vous l'assure, de ma vie, je n'ai jamais rien vu de plus beau. Merci beaucoup, Jérôme. N'hésitez pas à nous poser des questions, je pense qu'il y en a. Oui, moi j'ai une question. En fait, la question que je voulais poser, c'est est-ce que Bernard Heisenberg il pêche par naïveté en acceptant d'être un des dirigeants du programme Uranium, ou est-ce qu'il veut donner la bombe à l'Allemagne et vous avez répondu, vous avez dit non, non, il était désemparé et donc je veux le défendre, mais l'impression que j'ai eue en lisant le livre, c'est quand même que vous êtes très sévère avec lui et que vous le jugez sévèrement, puisque le livre se termine dans un amphithéâtre, puis il y a les deux guerres. Et je me suis demandé si vous n'étiez pas... Est-ce que c'est si évident pour vous Non, mais là j'ai... Heisenberg est nazi ou pas? Non, Heisenberg, non, ça même les gens qui ne... Même les historiens qui ne l'aiment pas, ne prétendent ni qu'il était nazi, ni qu'il était Il est sur la liste des gens à pendre, hein, quand même. Il y a une liste de gens qu'on doit pendre. Non, c'est un moment... Non, c'est pas des gens à pendre, c'est les scientifiques qui ont participé... non, mais parce que ça, c'était le délire d'un général américain. Ils avaient leur 10 savants allemands, ils savaient pas quoi en faire. Il y a un général qui a dit on a qu'à les fusiller, mais ils savaient pas... Et ça, c'est la liste des gens qui étaient à Farm Hall, ils n'étaient pas du tout à pendre, c'était les... donc j'insiste bien sur le fait que le roman, j'ai pris soin qu'il ne reflète pas ma conviction personnelle. Parce que si je voulais, je peux très bien parler de ma conviction personnelle, mais je l'aurais jamais fait dans le cadre je l'aurais pas fait dans le cadre d'un roman. Donc je crois que le roman est plus sévère que je le suis. Et j'ai dû pratiquer des sortes d'exercices de sévérité. Et essayer de regarder ce que j'avais et voir les choses sous le mauvais côté. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est pas, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, objectivement, toutes les positions que j'ai lues sont toutes défendables puisqu'elles sont toutes cohérentes et qu'il n'y en a aucune qui est en contradiction avec les faits. Et moi, ce que j'ai
ma conviction a été forgée par ce manuscrit de 1942 dont j'ai parlé tout à l'heure, et elle ne vaut pas grand-chose, ma conviction. C'est simplement qu'en lisant ce manuscrit de 1942, avec cette histoire de rose blanche et tout ça, je ne peux pas croire une seconde que le type qui a écrit ça en 1942 était en train d'essayer de donner la bombe atomique à Hitler. Voilà. C'est une raison psychologique qui en vaut une autre. Il y a notamment, toute la fin de ce manuscrit, c'est une prise de position anti-nazie. Alors, c'est pas le tract de la rose blanche, hein, c'est un truc qu'il écrit secrètement. Je suppose qu'il ne doit pas avoir envie qu'on mette la main dessus, donc c'est très vaporeux. Mais il y a, par exemple, l'idée qui ne devait pas être en odeur de sainteté à l'époque, qui est que les seuls engagements moraux qui comptent sont ceux qu'on a envers les autres hommes, et en aucun cas ceux qu'on a envers notre nation. C'est des choses Qu'est-ce qui est fort? La rose blanche. Et ça, cette phrase, tout à l'heure, mon passage commençait par vous demander qu'est-ce qui est fort, parce que dans le manuscrit, vers la fin, il y a écrit ça. Il y a écrit, on dit aujourd'hui que le fort peut s'emparer du faible et le détruire, et c'est sans doute vrai, mais qu'est-ce qui est fort? Et il y a écrit dans un orchestre, c'est pas le moment où tous les instruments jouent en même temps, mais quand s'élève à peine le son d'un violon solitaire, et c'est pourquoi ceux qui connaissent encore la rose blanche et entendent le son de la corde argentée doivent suivre maintenant. Voilà, ce passage-là, il est écrit fin 42, début 43, et je ne peux pas croire que... Alors, les gens ne sont pas forcément cohérents, mais moi je ne peux pas croire que le type qui a écrit ça était en train d'essayer de donner la bombe à Hitler. Sur le langage, quand vous avez le passage sur l'impossibilité d'arriver à dire des choses à l'échelle microscopique à partir de notions empruntées à l'échelle macroscopique, je voyais surtout comme un problème d'échelle plus qu'autre chose. Au fond, ce que vous décrivez dans votre passage, c'est le fait que notre sens commun est forgé par une échelle, la nôtre, alors qu'il faut décrire ce qui se trouve à une autre échelle qui n'est pas accessible. Est-ce que c'est plutôt un problème de langage ou un problème d'échelle? C'est les deux. Parce que alors, Heisenberg, il parle d'agencement de réalité. Il y a des agencements de réalité qui sont à notre échelle, sont très bien pour être saisis par notre langage, qui est construit à notre échelle, et qui donc perd sa pertinence et sa validité quand on change trop d'échelle. Donc la réponse est assez claire, c'est les deux. Parce que la question de l'échelle et la question du langage, en tout cas pour Heisenberg, ne sont pas du tout séparées. Et ça aussi, cette question d'agencement de réalité, c'est dans le manuscrit de 1942. En fait, en gros, il donne un premier agencement de réalité qui correspond à celui de la physique classique, où la connaissance est complètement séparée de l'objet qu'elle connaît, et où donc une connaissance objective parfaite est possible. Puis une seconde sphère de réalité dans laquelle la connaissance interfère avec l'objet de telle manière qu'on ne peut plus les séparer. Donc il parle évidemment de la physique quantique, et je pense qu'il pensait aussi à la biologie. Puis il y a une troisième sphère de réalité dans laquelle la connaissance de l'objet est la création de l'objet lui-même. Et où il parle de l'art, de l'amour, enfin de tout un genre de choses, et c'est un très beau texte d'ontologie là-dessus. J'ai une question. Est-ce que vous avez construit votre livre en parallèle de l'étude de la physique quantique, ou c'est d'abord vous avez eu cette envie d'aller un peu comprendre ce qui se passait, et puis, enfin, voilà. Est-ce que la rédaction s'est faite en parallèle? Non, il y a eu non, j'aurais pas eu le temps, j'ai mis 1 an et demi pour écrire le livre, et j'ai pas travaillé dans l'émission de la physique quantique. Donc ça veut dire que vous avez fait ça tout seul, vous avez eu des physiciens avec vous avez besoin de savoir ce que vous écrivez pas de bêtises, vous avez bien compris, parce que c'est pas évident quand même. Jamais, parce que vraiment, j'ai jamais une seconde arrêté de lire depuis mes études de philo. Pas de bêtises en physique dans le livre. Parce que, donc ça, vous êtes fait corriger, non, j'imagine? Non, parce que j'ai été vérifié dans mes bouquins de physicien. Et puis après, après Étienne Klein l'a lu 2 jours avant le bon à tirer, il a trouvé une erreur et je l'ai corrigé. D'accord. Parce que j'avais dit qu'après la fission, il y avait 2 atomes de barium. Il m'a dit non, t'as pas fait le compte, c'est pas possible, c'est pas... Donc j'ai mis 2 atomes, dont 1 de barium à la place. Ça n'a pas été très long à corriger, et ça a pu partir au bon à tirer. Mais voilà. Mais après le reste, j'ai quand même été vérifié dans les bouquins, parce que à Abu Dhabi, j'avais pas beaucoup de physiciens sous la main en écrivant, mais oui, j'ai fait comme ça. Toute la difficulté étant d'ailleurs de savoir ce que quelqu'un, de faire en sorte que quelqu'un qui connaisse la physique puisse comprendre le texte à un niveau, et que quelqu'un qui comprend rien à la physique puisse le comprendre à un autre niveau, sans que ça rende sa lecture impossible.
Et ça m'inquiétait plus. Hein. Et du coup, j'ai plutôt dû chercher des lecteurs qui connaissaient vraiment rien à la physique quantique que ce que j'ai trouvé en la personne de mon épouse et de mon éditrice. Merci. Monsieur. Oui, effectivement, c'est un tour de force. Hein. J'ai beaucoup apprécié votre livre de ce point de vue-là, parce qu'il y a à la fois l'exactitude et ce qui permet à quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne connaît rien à la physique, d'apprécier l'histoire, de suivre l'histoire. Moi, je suis physicien au départ, mais j'ai bifurqué par la biologie assez rapidement. Et il se trouve que je connais un peu Martin Heisenberg, le fils de Werner, qui fait de la biologie du comportement animal, et qui est un grand bonhomme dans son domaine d'ailleurs. Mais je voulais revenir sur la question qui était posée sur le langage, parce qu'effectivement il y a un problème d'échelle. Il n'y a pas de raison finalement que le langage humain, qui est le produit du cerveau humain, puisse servir à décrire quelque chose qui n'a pas façonné son évolution. Le monde quantique n'a pas façonné l'évolution de l'espèce humaine, n'a jamais été confronté à la réalité quantique depuis l'origine des temps. Donc le cerveau humain et le langage humain sont parfaitement adaptés pour décrire ce qui a façonné ce cerveau au cours de l'évolution. Il n'y a pas de raison qu'il le soit pour la physique quantique. Donc, là, il y a vraiment des échelles et des univers incommensurables, et du point de vue d'un biologiste, c'est assez normal, finalement, il n'y a aucune raison que ça marche. Par contre, pourquoi est-ce que le langage humain n'arriverait pas à décrire la réalité humaine et ce que nous sommes et le fond des choses humaines? Ça me paraît moins évident, parce que c'est ce fond des choses qui, les interactions qu'on a les uns avec les autres depuis l'âge de pierre et l'histoire, qui ont façonné le langage. Il a dû servir, il permet aux gens de se parler, de se comprendre. Et donc, il devrait être adapté à saisir ce fond des choses, plus qu'à saisir le fond des choses de la réalité quantique. Comment est-ce que vous... Parce que moi je pense pas que le problème se pose du tout à la même terme, mais c'est souvent une lecture qu'on fait de mon roman, mais je crois que j'ai écrit je crois qu'à un moment sur la discussion entre Bohr et Heisenberg, j'ai écrit un moment, on dirait que le principe s'est mis à régir le principe d'incertitude s'est mis à régir les relations humaines, mais je dis tout de suite après, mais c'est non. C'est pas, je pense qu'il y a écrit, les pensées peuvent être cachées, contradictoires, mais elles sont pas indéterminées. C'est pas la même chose. Et en fait, je me méfie assez. Mais bon, après, c'est des lectures. Hein. Moi, je peux pas les empêcher, mais c'est pas la mienne. Je voulais pas faire de l'importation illégale de concepts scientifiques dans un autre. Justement, c'est ça. Ça, c'est ce que j'aime pas beaucoup. Et ça me paraît. Après, on en arrive à un tel degré de généralité que ça veut dire tellement tout, que ça veut dire n'importe quoi un peu. C'est pas tout à fait le sens de ma question, en fait. Mais bon, c'est normal qu'il y ait de l'incertitude dans les questions. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut comprendre finalement assez facilement que le cerveau humain, qui est le produit d'une évolution dans un certain contexte, dans un univers, une certaine échelle... Oui, puis Heisenberg dit lui-même que c'est pas du tout étonnant d'ailleurs. Oui, tout à fait. Par contre, d'un point de vue du biologiste, d'une certaine façon, le langage humain devrait parfaitement... disons que si l'évolution a bien fait son travail, le langage humain devrait permettre aux humains de se comprendre. Et vous trouvez que non? Pardon? Vous trouvez que non? C'est pour ça que j'avais pas... je pense... Oui, c'est ce que vous dites aussi, c'est-à-dire que arriver à dire ce qui ne peut pas être dit, on n'y arrive pas vraiment. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas vraiment? Dans le domaine humain? Oui, dans le domaine de la littérature. On essaye de s'en approcher, mais c'est un effort gigantesque, ça demande le talent d'un écrivain. Parce que je crois que la littérature n'est pas faite pour faire quelque chose de très naturel et de très utile à l'évolution, si j'ai bien compris votre question. Pour moi, les meilleures réponses sont chez Bergson pour ça. C'est assez juste ce qu'il dit. Hein. Si on considère le langage dans son utilité en termes de survie, c'est un outil de communication. C'est un outil de communication qui doit être efficace et qui ne peut être efficace qu'en s'encombrant pas de beaucoup de détours pour décrire des singularités irréductibles et des choses de ce genre-là. Ce qui fait que, alors là, moi je suis assez bergsonien là-dessus, ce qui fait que pour Bergson, l'usage littéraire ou poétique du langage, il est pas du tout, il est même opposé à celui qui concerne les intérêts de la survie. Parce que il faut que ce soit un outil de catégorisation efficace pour la survie.
et qui permettent de catégoriser les choses, de les faire rentrer dans les ensembles et de le communiquer. C'est exactement pas ce que veut faire la poésie, et c'est évidemment pas ce qu'on peut faire si on veut même décrire précisément un de nos états d'âme ou des choses de ce genre-là. Mais ce qu'il y a de bien avec l'interprétation de Bergson, c'est que c'est pas un hasard, c'est que le langage n'est efficace qu'au prix de cette pauvreté dans la description des détails et de la singularité. Si j'ai réussi à me faire comprendre. Et si j'ai cette fois-ci répondu mieux à votre question. Merci. En vous écoutant, de nouveau, je repose. Je vais me demander si vous n'étiez pas intéressé aussi, ou si vous connaissiez, ou si ça a un peu vous intéressé, les philosophies contemporaines américaines sur le langage, comme John Searle, Austin, tous ces travaux qui ont cherché à rendre compte de ce que vous cherchez à exprimer aussi, quand vous pointez les différents niveaux de réalité, les échelles, et la façon dont l'acte de parler va transformer le monde qui est devant soi. Oui, monsieur, mais bon, moi, c'est toute cette partie de la philosophie contemporaine, moi je suis un incorrigible, je suis très métaphysicien, moi. Et eux, c'est des gens qui se construisent entièrement contre, enfin, Searle un peu moins, mais contre les réflexions métaphysiques, et moi, il me semble qu'elles sont essentielles. Alors, j'aime beaucoup les lire, mais bon, j'ai pas... Et puis, là c'est parce qu'on est en train de parler de manière théorique, mais quand j'écris, je le fais pas d'une manière aussi conceptuelle. Jamais. Enfin, les problèmes que je me pose, c'est des problèmes de romancier, quoi. Et c'est pas des... Et je fais bien en sorte, parce que pour moi, l'écueil, c'est de travailler à partir de concepts philosophiques, ce sera un écueil. Je veux pas le faire, parce que sinon, on transforme le roman en une espèce d'enrobage sucré destiné à faire passer un concept philosophique, mais le vrai sujet du livre, c'est pas le livre, ce serait le concept philosophique qui est derrière et qui doit faire passer. Et donc je fais attention de ne pas faire ça. Et de partir plutôt de choses plus concrètes et plus techniques. Parce que pour moi, c'est un défaut rédhibitoire d'un livre. Quand on sent bien qu'il a une armature conceptuelle solide et qu'après, le seul truc, c'est de faire passer le message de cette armature. Pour moi, ça fait un roman raté. Voilà. Oui. Oui, une remarque et une question. La remarque, c'est si c'est peut-être ici le changement dans les affaires humaines, c'est parce qu'il ne s'agit pas de découvrir quelque chose qui préexiste. Il s'agit, à travers les œuvres d'art, l'humanité s'invente elle-même. Elle crée du nouveau. Ce qui n'existait pas, du nouveau. Et ce nouveau, c'est pas forcément qu'on s'entende immédiatement, qu'il soit clairement défini, qu'il soit créé tout bien propre, etc. Donc l'ambiguïté me paraît tout à fait normale dans un processus de création. En science, on découvre quelque chose qui est là, et puis bon, il s'agit de comprendre pour les bonnes explications, etc. Donc, mais ce que je voulais vous proposer une interprétation de la visite de Copenhague, mais qui a lieu avec un aspect de la personnalité de Heisenberg qui est très bien transcrit dans la photo qu'on voit, c'est-à-dire une espèce d'ado, comme ça, brillant, beau dans son adolescence, quoi. Et dans des situations comme celle de la guerre, la guerre force à des choix que dans la vie courante on ne se pose pas. Qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là, etc., etc. Et je ne suis pas sûr qu'il soit bien armé pour ça, en fait, Heisenberg, pour faire les bons choix dans la situation dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire justement une personnalité physique, la physique plus brillante qui existe en Allemagne à l'époque, et son choix de rester en Allemagne, parce que le choix qui peut se poser à lui, et qui se pose, puisqu'il va avoir Planck pour ça, avec lui, c'est est-ce que je quitte l'Allemagne pour aller lutter de l'extérieur contre les nazis, ou est-ce que je reste? Et finalement, il décide de rester. Mais en décidant de rester, compte tenu de sa position, pas n'importe quel Allemand, mais lui, il montre quand même qu'il n'a pas tout à fait les outils qu'il faut, quoi. Rien à voir avec la physique, mais du point de vue de la structure mentale, quoi. Il n'apprécie pas les vrais enjeux. En 1943, il va en Pologne faire une tournée, faire des conférences à Varsovie, alors que la Pologne, c'est l'horreur la plus épouvantable. Et finalement, il ne perçoit pas ça, ou disons, il le met en balance avec la fidélité, finalement, à la mère patrie. Et alors, il n'est pas nazi, hein, ça je suis bien d'accord, mais il a quand même, comme beaucoup d'autres, une conception de l'Allemagne vraiment rurale, puisqu'il ne comprend pas que quand
il apprend que une bombe a été faite par les Allemands, il dit mais c'est un mystère. Il pensait vraiment être en avance. Donc il ne comprend pas que les Américains comme ça aient pu faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en Allemagne. Enfin, donc en fait, l'interprétation que je voulais vous proposer, c'est quand il va voir Bohr en 1941, c'est finalement au moment où il est possible de s'imaginer que l'Allemagne va gagner. Et si l'Allemagne gagne, peut-être c'est ça qu'il va dire à Bohr, lui dire voilà, c'est épouvantable, etc., très bien, mais c'est un mal nécessaire, l'Allemagne va gagner, on va se débarrasser des soviets et tout, il y aura de l'ordre qui va être mis en Europe, etc., et puis il faut envisager l'avenir ensemble, puisque c'est son fils spirituel, son père spirituel, etc. Donc, est-ce que c'est pas ça qu'il a en tête en allant le voir? J'en sais rien. Non, Moi, je pense pas. Si, parce que si je pensais ça, ça veut dire que c'est pas un maladroit, ça veut dire que c'est un menteur. Un menteur. Et donc, je le pense pas. D'autant que le sens de leur dispute était fait sur les... la dispute arrive au moment où ils parlent pas de l'avenir de l'Allemagne, mais du nucléaire. Je sais, c'est possible, mais bien sûr, je vous dis, je ne peux pas aller contre une interprétation parce que l'interprétation est possible et que je veux... voilà, c'est une interprétation qui serait cohérente. Alors, elle oblige à penser que quand ils disent qu'ils n'ont jamais pensé que... quand ils disent, parce que ça, on lui fait dire beaucoup de choses à Heisenberg, hein, mais quelque chose qui m'a beaucoup déplu quand j'ai fait mes recherches, c'est que j'ai lu à peu près partout qu'il avait dit après la guerre qu'il était resté pour empêcher que la bombe atomique se fasse et qu'il avait saboté le travail. Or, ça m'a beaucoup énervé parce qu'il n'a jamais dit une chose comme ça. Par contre, ce qu'il a dit, et ce qu'il a continué à dire, c'est qu'il n'a jamais pensé que l'Allemagne allait gagner la guerre. Parce qu'il pensait que devant la coalition à laquelle elle allait faire face, c'était une question de temps et que... Alors, si, vous voyez, alors s'il a dit ça... Peut-être en 41, il a compris. Non, je ne pense pas que ce soit des choses qu'on oublie, ça. Je suis vraiment pas sûr qu'un changement d'état d'esprit, donc si c'est ça, c'est que c'est un menteur, ce qui est aussi possible. Hein. Non, mais non, parce que dans des situations aussi stressantes, on s'aménage avec soi-même, on essaye de vivre avec ça, en essayant d'avoir une image pas trop négative de soi, donc on réaménage les choses. C'est ce qui s'est passé un peu à Parmouze. Ouais, on réaménage les choses. C'est pas de la malhonnêteté, c'est juste pouvoir continuer à vivre. Ça, j'ai quand même du mal à croire que si quelqu'un fait un voyage parce qu'il est convaincu que l'Allemagne va gagner, que 3 ans après, il arrive facilement à se dire non, mais j'ai fait le voyage pour une autre raison, et là je pense que la même... Voilà, c'est parce que ça, si c'est ce qui a organisé le projet, c'est difficile, ça me paraît difficile qu'il l'ait oublié, mais c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Bon, ben... J'ai une petite question sur laquelle vous êtes évidemment au bout. C'est savoir si Martin Heisenberg avait lu le livre et ce qu'il en pensait. Oui, il l'a lu. Alors, j'étais très embêté parce que, enfin, j'étais pas très embêté, mais moi j'ai demandé à ce qu'il me reçoive via mon éditeur. D'abord, je voulais aussi aller parler un peu au départ de la conception, de l'interprétation du principe d'indétermination que j'avais, et qui est pour moi pas une interprétation. La bonne interprétation n'est pas l'interprétation positiviste. Alors, je voulais savoir, j'ai jamais lu Heisenberg comme si c'était un positiviste déguisé, donc je voulais discuter de ça avec son fils. Ça, c'était avant, ouais, même avant l'écriture. J'ai dû le voir en octobre. Octobre 2013 ou 14, enfin bon. Et donc on a d'abord parlé de ça, pour que je vois si mon interprétation tenait la route d'après lui, s'il connaissait bien le problème, et donc il était entièrement d'accord. Et puis après on est resté assez longtemps ensemble. Il m'a beaucoup parlé de ces problèmes-là, sans que je dise grand-chose, parce que c'est son fils. Enfin voilà, c'est pas, je comprends bien. Et puis il m'a parlé de sa correspondance, il m'a donné les livres allemands sur sa correspondance, et voilà. Et puis aussi le but de ma visite, c'était simplement de leur faire savoir à tous, voilà ce que je suis en train de faire, ce qui me paraissait normal. Et après, bien sûr, quand j'ai fini le roman, comme je l'ai dit tout à l'heure, où j'ai essayé
même d'injecter un peu une animosité qui est pas la mienne. Je me suis demandé comment il le lirait. Mais il l'a lu, parce que le roman était traduit en allemand tout de suite, hein, et il l'a lu donc avant sa parution. Il est sorti en même temps en français en Allemagne, et il m'a fait 2 lettres où il m'a dit qu'il était très... il n'y avait aucun problème. Voilà. Il a très bien compris comment marchait le texte, et que le texte obéissait à ses nécessités à lui, et que moi j'avais mon point de vue et le texte à nous. Une dernière question, c'est anecdotique, c'est sur la réception de votre livre dans les pages littéraires des quotidiens. Mes sports, votre impression. Moi j'ai l'impression qu'en comparant 2 grands quotidiens, au hasard Le Figaro et Le Monde, votre livre était passé à côté complètement du Figaro, qui n'a pas su l'aborder, alors que Le Monde avait senti quelque chose d'important qui traversait votre roman. Est-ce que vous avez eu une impression là-dessus, ou est-ce qu'on peu importe la réception d'un roman quand on écrit et puis qu'on a le prix Goncourt? Non, pas peu importe. Bien sûr que non, pas peu importe. Non, le peu importe est impossible, mais en même temps, alors moi je pense, c'est un peu compliqué, ma réponse sera anecdotique aussi, mais sincère. Moi j'ai été persuadé que j'allais me faire massacrer, parce que c'était le livre d'après le Goncourt, et qu'il y a des rites qu'il faut y passer. C'est bon. Alors donc je me suis pas fait. Le texte n'a pas été mal reçu. Ça n'a pas du tout été un massacre. Mais donc je suis content quand je vois qu'un journaliste a aimé le livre. Je suis moins content quand il y en a un qui dit que c'est nul, évidemment. Mais en même temps, ça c'est pas très important. On a toujours envie que le projet soit reconnu, mais c'est un désir naïf. Et puis, c'est même pas souhaitable qu'il soit réalisé, parce que les gens doivent, c'est les lecteurs qui doivent porter leur lecture, et mais effectivement, moi j'ai trouvé que par contre, beaucoup de journalistes avaient du mal à en parler du livre, ça c'est sûr. Mais c'est ce que je comprends aussi, il a pas un statut très clair, il parle de choses... C'était compliqué. Je crois que celui-là, c'était plus compliqué d'en parler. Mais après, moi, je scrute pas les articles avec un esprit vindicatif ou en appelant pour dire vous avez rien compris. Je le fais pas, mais là, pour le coup, je pense qu'il y avait une raison, quoi. C'est pas très facile de parler de ce texte. Enfin, ils ont des contraintes d'espace. Je ne sais même plus ce qu'elle a dit dans le Figaro. Justement, je pense que le Figaro est passé à peu près complètement à côté de ce qui fait l'essentiel du roman, et dont vous avez parlé ce soir, alors que Le Monde a ciblé justement des sujets importants sur le nucléaire, la question politique et les questions épistémologiques qui sont des questions importantes dans le livre, mais c'est vrai que l'essentiel, et ça en Allemagne, c'est pas passé comme ça par contre. C'est un livre sur le langage. En Allemagne, les problèmes de langage étaient plus abordés. Mais j'ai même des articles qui posaient la question en disant alors qu'est-ce qu'il a fait, on va savoir ce que Heisenberg a fait pendant la guerre, enfin c'est pas quel est le sens ça, non. Là, ce qui semblerait, si c'est difficile de parler de ce livre, c'est qu'il semblerait que les critiques, en mon opinion, abandonnent beaucoup de décrire l'émotion esthétique qu'ils ont ressentie, l'émotion à la lecture, quant au style de l'écriture, au profit de l'anecdote, de ce que ça raconte. Et donc, quand on perd ça, on perd tout votre livre, parce que votre livre, il est éminemment poétique cette fois-ci. Merci François. Bon ben, merci à tous.